Bien, je vais pouvoir commencer. On va commencer avec un peu de retard, mais la précédente a pris un peu plus de temps, semble-t-il. François a encore beaucoup parlé. Je m'excuse d'avance sur cette présentation qui finalement sera assez technique. Il y a beaucoup de code, je sais que vous n'aimez pas ça. Donc, désolé. En 2003, j'ai fait une conférence sur la gestion d'erreurs avec l'arrivée de PHP 5.5 au forum du PHP, premier forum. Et là, pour les 15 ans, c'est rigolo, je n'ai pas fait exprès en fait, mais je proposais sur la gestion d'erreurs, en plus avec l'arrivée de PHP 7, donc ça colle bien. Donc je me présente, je m'appelle Frédéric Bouchery, je suis lead développeur chez CCM Benchmark, et je fais du développement informatique depuis 83, ça commence à faire, et du PHP en l'occurrence depuis 98. Aujourd'hui, donc je travaille pour CCM Benchmark et je vous présente en tout cas cette conférence sous la marque CCM Benchmark Institute, puisque CCM Benchmark Institute, c'est pour CCM Benchmark, on fait des formations, on fait des conférences et des études en marketing. Donc on trouvait intéressant de vous parler éventuellement de CCM Benchmark Institute. Je ne vais pas en parler forcément plus que ça, mais c'est simplement pour savoir qu'il existe et qu'on fait justement des formations sur tout ce qui est digital et des études autour du digital également. CCM Benchmark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand nombre de sites. C'est le site CCM Comment ça marche qui a racheté en 2010 Benchmark. Et Benchmark, c'était copain d'avant, l'internaute, et donc le site Comment ça marche. Donc aujourd'hui, ce sont toutes les marques du groupe qui représentent au dernier Médiamétrie, en mars, on est le 6e groupe français avec 21 millions de visiteurs uniques par mois. Quand Orange se sera débarrassé de Dailymotion, il y a de fortes chances pour qu'on remonte bien d'un cran. Donc avec un tel trafic, on a environ 250 applications, on a 40 personnes côté technique pour gérer tout ça. Eh bien, on rencontre souvent des anomalies, un peu comme vous tous. Et je voulais faire déjà un premier point en se disant, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une erreur ? Parce que je parle d'erreur, qu'est-ce qu'une erreur ? Une erreur, c'est la plupart du temps un événement imprévu. Généralement non désiré. Ça, c'est indéniable. Et ça prend souvent sa source entre une chaise et un clavier. On appelle souvent ça d'ailleurs un bug. Alors, nous, notre travail en tant que développeurs, ça va être d'essayer de limiter fortement ces anomalies, ces bugs. Je dis bien limiter parce que, comme je disais tout à l'heure sur Twitter, finalement, une application sans anomalie, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde pense que ça existe, mais personne ne l'a jamais vu. Surtout que le problème, c'est qu'il faut compter sur toutes les perturbations externes à l'application. Je vais prendre un petit exemple. Imaginons une vache qui tombe sur mon serveur. Non, ne rigolez pas, malheureusement, au Brésil, il y a un pauvre homme qui est décédé suite à la chute d'une vache sur le toit de sa maison. La maison étant en contrebas d'une colline. Alors, je vous l'accorde, c'est un événement un peu exceptionnel, mais qui n'est pas forcément impossible. D'accord ? Donc il va falloir compter là-dessus. Et donc j'y reviens, il va falloir limiter l'impact de ces anomalies sur lesquelles on n'a pas forcément de prise. Donc pour ça, on va mettre en place des outils, des techniques, des méthodes. Mais avant tout, il est intéressant de savoir quels sont les différents types d'erreurs qui existent. Il y en a 3 principalement. La première, c'était surtout les erreurs système, le fameux système d'exploitation qui vient à ne plus fonctionner, ou des problèmes d'accès, des droits, des file systems complets, pleins, des disques qui crachent. Donc ça, tous les problèmes d'accès système. Vous avez également les problèmes liés à l'utilisateur, qu'il soit bien ou mal intentionné. Et généralement, c'est souvent plutôt les utilisateurs mal intentionnés qui nous posent le plus de problèmes.
Je pense plutôt aux hackers ou aux pseudo-hackers qui essayent de s'amuser un petit peu avec nos sites internet, et c'est eux qui généralement vont envoyer des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Et enfin, il y a un troisième type d'erreur, mais c'est lui qui va être engendré par le développeur lui-même. Les fameux bugs. Et là, au niveau du développeur, on appelle ça plutôt des erreurs de conception, qui sont souvent sous deux formes. Il va y avoir des cas d'usage non prévus. On n'avait pas du tout prévu, on n'avait pas imaginé qu'on puisse nous balancer une telle information. Et puis il va y avoir plutôt des cas où c'est simplement une erreur de codage. On appelle une méthode, puis finalement cette méthode, c'est pas une classe qu'elle attend, mais un tableau ou autre. Donc là, c'est vraiment des erreurs de codage. Et là, moi, je rentre plus vraiment dans l'erreur de conception. Un petit exemple intéressant, si on prend ce genre de code, on voit plusieurs choses. La première, peut-être que le fichier de configuration n'est pas accessible. On a mal déployé, ou le fichier n'est pas accessible en lecture. Bon, là, on va avoir éventuellement un problème d'accès à ce fichier. Ensuite, il faut que le fichier, le script ici, retourne quelque chose. Là, on va rentrer dans de l'erreur de codage. Si on a créé le fichier de configuration et puis qu'on oublie de faire un return, ça ne va pas fonctionner. En plus, ce fichier de configuration, visiblement, il attend un objet DB qui contient lui-même des propriétés. Si le fichier qui retourne, il retourne un tableau et pas un objet, là, c'est vraiment une erreur de conception. Donc c'est un problème lié au développement. Si ça arrive, il faut le corriger tout de suite. Contrairement à un problème de droit d'accès, là, on va intervenir plutôt sur le serveur pour donner les droits d'accès ou déployer le fichier parce qu'il s'est mal déployé, ou je ne sais ce qui peut arriver. Là, ici, on est vraiment dans un cas où le développeur a mal codé. Il va falloir faire la différence entre les deux. Et souvent, on a un petit peu de mal à différencier les deux. Prenons un autre exemple, mal conçu. Si je regarde par exemple ici, là, visiblement, on attend à ce qu'on lui passe un utilisateur, un ID. Alors, vous avez tous compris, ça va générer des fameuses notices si jamais on ne lui passe pas l'ID. Donc, on pourrait considérer là que c'est plutôt une erreur liée à l'utilisateur. L'utilisateur n'a pas passé la bonne information. Oui et non, ça peut être une erreur de conception. Si notre page ici, elle a été conçue au départ pour afficher les détails d'un utilisateur, par exemple, ça veut dire que la page précédente, elle listait ses utilisateurs. Pour peu qu'on ait oublié de mettre un lien, ou en tout cas que le lien est mal formé, voire par exemple que l'ID, on a mis une majuscule ou quelque chose comme ça, ça peut être une erreur de conception. Au niveau fonctionnel, on ne s'attend pas à ce qu'une personne arrive sur cette page avec autre chose qu'un ID. Donc s'il n'arrive pas avec un ID, c'est qu'il y a une erreur de conception. À ce moment-là, on peut arrêter brutalement en faisant un die ou je ne sais quoi, pour lui dire il y a quelque chose qui ne va pas. Après, en plus, comme on parlait tout à l'heure, il faut compter sur les personnes mal intentionnées. Une personne qui va essayer de faire de l'injection SQL, si ça c'est accessible au public. Mais après tout, mettre une jolie page pour dire « Nous rencontrons actuellement un problème technique, veuillez nous en excuser », là, on va peut-être simplement faire un die, vous n'avez rien à faire là. Après tout, si une personne mal intentionnée essaie d'accéder à notre site en mettant des choses qui ne sont pas attendues, on ne va pas non plus s'excuser. Donc on va arrêter brutalement, on va dire il y a quelque chose qui ne va pas, on rencontre un problème technique, point. Donc ça peut être une erreur de conception. Donc ça, c'est à voir par rapport à notre fonctionnel. Mais en tout cas, il va falloir quand même le traiter, puisqu'on peut arriver avec des données mal formées. Maintenant, si je regarde la deuxième ligne, là, ici, on voit qu'on a une méthode qui, visiblement, a priori, devrait retourner un utilisateur, surtout que là, on l'utilise, on cherche à accéder à différentes propriétés. Et là, ça, c'est quelque chose que nous, on a développé, contrairement à ça, qui génère des notices, donc là, c'est plutôt PHP. Là, ici, on va essayer de mettre quelque chose pour, finalement, gérer les cas d'erreur. Il va y avoir plusieurs solutions. La première, bête, on va faire un cast, on va convertir, comme ça on ne se pose pas de questions. Il faut juste espérer que l'utilisateur 0 n'existe pas, si jamais il y a des bêtises. Voilà. Mais c'est une façon de faire. Là, à ce moment-là, on ne générera pas du tout d'erreur. Mais, enfin si, on pourra générer une erreur dans la mesure où on pourrait accéder à l'utilisateur 0 qui n'existe pas. Là, après, ça va être plutôt le code par la suite qui va générer des anomalies. Une solution, ça pourrait être aussi de vérifier que le paramètre passé est un entier. Et si ce n'est pas un entier, on va simplement retourner. La plupart du temps, quand on retourne une erreur, par convention, on essaie de retourner false plutôt qu'un nul.
False, c'est pour dire, voilà, ça s'est pas bien passé. J'en parlerai plus tard. Un autre cas, ça serait de générer une exception. On va y revenir. Ça peut être de faire un trigger error. Alors ça, je vous le déconseille. Finalement, ça sert à rien. Ça, en plus, le user error, c'est une fatale, donc ça va carrément arrêter le script. Alors on pourrait mettre un warning, mais si on met un warning comme ça va continuer, il faudra peut-être mettre un return false. Finalement, mettre un trigger, ça revient à envoyer plutôt une information vers le log. C'est pas trop pour gérer l'erreur à proprement parler. Donc celle-là, on va l'oublier. Un autre cas, ça serait d'utiliser assert. J'expliquerai et j'y reviendrai après. Et enfin, si on est en PHP 7, éventuellement, on pourrait utiliser le typage for en disant « je tiens à avoir ici un entier ». Pareil, je vais y revenir. Donc si on revient sur notre code, ici, qu'est-ce qui se passe donc quand on retourne un false? Comment on va gérer ça? Alors ce qu'on pourrait faire... Non, je plaisante. Non, on va plutôt tester donc la valeur de retour pour éventuellement afficher un message d'erreur. Et éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est... Excusez-moi. C'était pas ça que je voulais faire, mais... Je me suis trompé. Pauvre bête. Ah ben voilà, ils appuient, c'est pour ça. Alors j'avais un truc qui apparaissait ici, un syslog qui était envoyé. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma présentation. Bon. On pourrait en profiter juste avant de faire un die, finalement, d'envoyer un syslog. D'envoyer une alerte. Ça pose plusieurs problèmes. Ce code-là pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que finalement, ici, ça retourne un false. On est bien content. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi false? L'utilisateur n'existe pas, il y a eu un problème d'accès à la base de données. Qu'est-ce qui se passe? Donc généralement, si on fait du retour d'erreur, à ce moment-là, il va falloir aussi mettre à disposition peut-être une méthode avec getLastError, quelque chose qui permettrait d'avoir une information sur qu'est-ce qui s'est passé. Un code d'erreur ou un message d'erreur, en tout cas, il est toujours intéressant d'envoyer quelque chose. Ensuite, alors là, justement, die, on va dire que c'est mal. Moi, je suis d'accord. Die ne devrait jamais être utilisé dans nos codes. Plutôt réorienter vers une page ou faire quelque chose, mais finalement, un die, c'est pas très bon. Et puis, la ligne qui me manque ici, envoyer un syslog systématiquement quand l'ID est pas bon ou quand il y a eu un problème. Ça revient, surtout si un petit malin passe et essaie de s'introduire dans notre système, à pourrir nos logs avec des informations. L'utilisateur X n'existe pas, l'utilisateur machin n'existe pas. Et certaines personnes, généralement, s'amusent, ce qu'on appelle le log poisoning, c'est qu'ils vont avoir tendance à balancer énormément d'informations dans nos logs, soit pour le mettre en défaut, puisque le log va risquer peut-être de gonfler, de péter, ou alors de façon à masquer d'autres opérations qu'ils vont faire derrière. Comme les logs seront remplis d'informations, ils vont pouvoir en même temps y passer autre chose. D'où la nécessité peut-être de mettre en place des systèmes au niveau des logs qui plutôt font de l'agrégation de logs. J'ai une information, j'ai un type d'erreur, et je n'affiche que ce type d'erreur. Je n'affiche pas X mille fois cette erreur, je l'affiche qu'une fois, et après je vais maintenir un compteur, voire même un graphe qui va nous permettre de voir combien de fois ce type d'erreur a été généré, etc., etc. Donc on évite de remplir les logs, des lignes de logs comme ça inutilement. C'est le meilleur moyen de ne pas s'y retrouver. Et au début, je souhaitais en parler, mais j'ai vraiment pas le temps de vous parler de ces aspects-là. Donc il faudrait une conférence à part entière sur les logs. Et je crois que l'année dernière, il y avait eu une belle conférence sur laisse pas traîner ton log ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce comic strip qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement. Donc, en résume, il y a eu une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu as fait? Et fais un revert et touche plus jamais à mon code. Et le commit, en fait, c'était un error reporting EOL. Il appelle ça d'ailleurs le eye opener commit. Il y a des gens qui codent encore sans le EOL. Et je pense que ça, c'est une grave erreur, et ça ne devrait jamais être le cas. Typiquement, au niveau des erreurs, en dev, vous devriez être à -1. -1, ça veut dire tous les niveaux d'erreurs possibles. Si un nouveau type d'erreur, un nouveau niveau d'erreur apparaît, vous allez finalement le prendre en compte, s'il y a des nouveaux types d'erreurs qui apparaissent. Par contre, en prod, je vous conseille plutôt d'utiliser le EOL, en effet, parce que le EOL, et c'est arrivé quand PHP 5 est sorti, il y a eu l'erreur eStrict qui est sortie, et le eStrict n'était pas dans le EOL.
parce que sinon ça risquait de faire péter pas mal de petits sites, pas mal de vieilles applications. Et pour éviter ces problèmes-là, ça n'a pas été mis. Par contre, ça a été réintégré dans le YAML depuis PHP 5.4. Si un jour, éventuellement, on devait rajouter encore un nouveau niveau d'erreur, eh bien, en mettant YAML, en tout cas, vous allez pouvoir vous prémunir de ce genre de problème. Bien évidemment, en prenant en considération après ce nouveau type d'erreur et en traitant comme il se doit par la suite. Mais en tout cas, sur la migration, vous aurez peut-être un peu moins de soucis. Si vous êtes en YAML, en prod, bien évidemment, display off. Ça évite de divulguer quelques informations sensibles aux personnes mal intentionnées. Et puis, on va rajouter, décidément, j'ai le log error et le... Je ne sais pas pourquoi ça apparaît pas, ça apparaît là, mais ça n'apparaît pas ici. Le log d'erreur, donc activer le log d'erreur, bien évidemment. Et moi, généralement, on aime bien plutôt orienter les logs vers syslog. Ça nous permet après de le traiter, de passer dans quelques filtres et de traiter nos logs directement. Alors, certaines personnes pourraient se dire, oui, mais les notices, c'était bien à l'époque des registres globales. Aujourd'hui, c'est peut-être une bonne pratique, mais je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. C'est plus qu'une bonne pratique. Si justement le développeur envoie ID avec un I majuscule, il y a quand même une anomalie, donc ça serait intéressant de le voir au déploiement. Enfin, pas forcément au déploiement, je veux dire plutôt au niveau des tests. Mais c'est pas seulement ça. Il faut savoir que ce code-là, il est 3 fois plus lent que celui-ci. En fait, ça met beaucoup plus de temps à s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'en fait, PHP va générer un niveau d'erreur, va trigger une erreur pour s'apercevoir que finalement, il ne faut pas l'afficher, il ne faut pas le loguer. Donc il va faire quand même un aller-retour. Donc il va perdre du temps. Si vous faites une petite condition comme ceci, il n'y aura pas de souci, vous n'appellerez pas le gestionnaire d'erreur et donc vous gagnerez du temps. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus performant. Et ça, c'est beaucoup plus performant que ça. Ça, c'est encore pire. Ça, pour le coup, c'est désactive le rapport d'erreur, envoie une erreur, j'ai pas besoin de la loguer, ensuite réactive le rapport d'erreur. Donc e-all toujours, mais on va éviter les arrobas comme ça. Ça, c'est 4 fois plus long, oui. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours intéressant de ne jamais utiliser? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent ne jamais mettre de arrobas. N'est-ce pas, Xavier? Oui, je suis d'accord. Par exemple, si on est dans ce cas-là, là, ici, si on a un problème d'accès à notre base de données, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc une erreur qui va être générée. Cette erreur-là va être envoyée dans notre syslog. Donc on va pouvoir avoir une information. Il s'est passé quelque chose, l'accès à la base de données ne fonctionnait pas, et il y a un problème d'accès. Et nous, derrière, on va prendre en considération l'état de la connexion pour éventuellement afficher un message. Nous rencontrons actuellement un problème technique, etc., etc. Donc là, pour le coup, le arrobas, oui, je suis complètement d'accord. J'en vois beaucoup qui font new, arrobas, et gèrent l'erreur. Laissez PHP loguer ses erreurs. Par contre, si vous mettez à disposition un upload de fichiers XML, par exemple, vous allez faire un load simple XML from file ou from string. Là, ça génère un warning quand il y a une erreur de parsing XML. Vous n'allez pas pourrir vos logs parce que les utilisateurs ont envoyé un mauvais fichier ou mal structuré. Donc là, on va utiliser le arrobas, on va le mettre et on va traiter l'erreur convenablement. Donc, il ne faut pas être absolu sur le arrobas. Il a des bons, mais des mauvais côtés aussi. Alors, si j'en reviens justement au Find by ID et au traitement ici, on a vu qu'il y avait une autre possibilité, c'est d'envoyer une exception. Alors les exceptions, il y en a de plus en plus, et les gens nous disent « ouais, mais les exceptions, le problème c'est que ça arrive de manière plus ou moins impromptue, on n'arrive pas à gérer, et, en plus quand ça arrive et puis que c'est pas catché, du coup ça a tendance à arrêter complètement le script ». Je suis assez d'accord, c'est pas faux. Et je prenais un exemple comme celui-ci, par exemple. On a un contenu, et là sur le côté on a un contenu secondaire. Donc on a un sondage, une liste de petites annonces. C'est vrai que si jamais il y avait un problème d'accès à la base de données lors de l'affichage de sondage ou de la formation, ça veut dire que si on ne catchait pas, qu'on arrêtait complètement, on n'oriente pas notre contenu parce qu'un contenu secondaire n'est pas présent. C'est quand même bien triste. Donc la plupart du temps, moi ce que je fais, c'est que justement ces contenus un petit peu secondaires, je vais avoir tendance un peu à les encapsuler dans un catch avec exception, c'est-à-dire je trappe tout ce qui passe, je prends tout ce qu'il y a.
de façon éventuellement à alerter et afficher un contenu alternatif. Et continuer et afficher mon contenu principal. Si là, pour le coup, j'ai pas le contenu principal, je peux éventuellement me permettre d'afficher un message d'erreur. Là, après, on pourrait éventuellement se dire, ben, si je suis dans ce cas-là, je vais au niveau du cache partagé, au lieu de mettre 1 heure de cache, je vais peut-être mettre que 2 minutes, histoire que le contenu secondaire réapparaisse peut-être à un moment. En tout cas, je peux faire des opérations. Alors la réflexion quand on voit ce code-là, c'est de se dire, oui, mais bon, avec un if, hein, et en renvoyant plutôt qu'envoyer une exception en mettant un return false, je mets un if, je fais la même chose. En effet. Sauf que dans le generate ici, il n'y a pas que une méthode. Il va y avoir peut-être plusieurs appels successifs, des accès à base de données, etc. Il peut y avoir beaucoup de choses. Et si vous générez par retour d'erreur, ça veut dire qu'il va falloir, dans toute votre pile d'appels, faire des returns d'erreur pour retourner l'erreur, pour retourner, etc. Donc il ne faudra pas se rater. Et le problème, c'est qu'on risque de passer aussi des erreurs sous silence. C'est-à-dire que si à un moment on ne fait pas, finalement, je m'en fous du résultat, je continue, eh bien, on va passer des choses sous silence. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais se dire, à un moment, bah, tiens, il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe? Et puis de regarder dans le code, et finalement, ah oui, ça fait quand même 6 mois que c'est là. Oui, ce sont des choses qui arrivent quand on passe les choses sous silence. Donc je pense qu'il ne faut jamais passer les choses sous silence. Avec des exceptions, finalement, vous allez pouvoir, et si vous ne trappez pas, c'est malheureux pour vous, mais je vous conseille quand même de trapper un maximum, mais vous allez pouvoir, justement, vous serez obligé de ne pas zapper ces problèmes. D'ailleurs, au niveau bonne pratique, moi personnellement, ce que j'aime faire, c'est quand je crée des nouveaux packages, c'est de créer des exceptions spécifiques à ces nouveaux packages, donc dans ce namespace. Donc là, je vais créer une extension de exception, une extension du runtime exception, et ensuite je vais avoir mes exceptions. Alors, je mets ça dans plusieurs fichiers. Mes document not found, configuration exception, et je vais étendre justement. Donc ce qui fait qu'au niveau de la manière dont je vais gérer mes exceptions, je vais pouvoir m'apercevoir de cette erreur-là, elle vient de ce package, elle vient d'ici, elle vient d'ailleurs, et autres. Alors, il faut savoir que PHP 7 fait la part belle, va commencer à introduire un peu plus d'exceptions. Aujourd'hui, quand on fait cet appel ici, on a un message d'erreur, call to... je ne sais même plus le message exact d'erreur, je crois que je l'ai écrit quelque part. Oui, voilà. Fatal error to call to a member function test or nul. Donc finalement, il n'arrive pas à la traiter, donc c'est une fatale. Avec PHP 7, vous allez pouvoir catcher cette erreur, puisqu'on va pouvoir catcher les erreurs fatales. Alors, il y en a qui réagissent ou qui ne réagissent pas. Non, en fait, c'est pas ça. Au niveau des exceptions, ça a changé un peu en PHP 7. Les exceptions qu'on avait avant, elles étaient ici, c'était l'exception de plus haut niveau. Aujourd'hui, on introduit une base exception qui va être au-dessus de l'exception. Et toutes les erreurs fatales sont générées ici. Donc il va y avoir les erreurs de type parse et les erreurs au niveau du engine. C'est-à-dire que là, l'appel tout à l'heure à ma fonction qui n'existait pas, ça va me générer une engine exception. Et là, du coup, si on veut absolument tout trapper, ben, on est obligé d'utiliser base exception. Alors, ça pose un petit problème pour moi, hein, un peu, oui, c'est pour moi majeur, si on veut. C'est qu'aujourd'hui, si je veux prendre en considération l'évolution de PHP 7 dans mon code PHP 5 actuel, je ne vais pas pouvoir dire aujourd'hui je fais un trap de tous les bases exceptions. Celle-ci n'existe pas. Alors on dit tiens, on va créer l'exception base exception pour l'instant en attendant qu'elle existe, mais on va faire étendre quoi base exception? Je ne peux pas faire étendre exception, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup je vais me retrouver coincé. Donc le seul moyen aujourd'hui, c'est de rien faire, et puis quand on passera à PHP 7, faire des recherches et remplacer de tous les endroits où on fait des catch exception pour mettre un base exception éventuellement, si on veut, ce qui n'est pas nécessaire. D'ailleurs, si ça a été fait, c'est qu'on n'est pas obligé. On peut continuer à générer des erreurs fatales, finalement. Mais si je veux pouvoir toutes les trapper, il va falloir changer. Alors pourquoi avoir fait ça? Parce qu'en PHP 4, PHP 5, ça aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème. Attraper une erreur fatale, c'est pratiquement impossible. Il y a des moyens, on peut faire ce genre de choses, on fait un register function, shutdown function, pardon, et on va regarder le error get last error, et si c'est de type error ou parse, on pourrait dire, bon, visiblement, il y a eu une erreur de parsing ou une erreur fatale, et à ce moment-là, je pourrais prendre, afficher un message d'erreur, ou rediriger, ou je ne sais quoi. Mais ça a quand même un inconvénient, c'est qu'on ne trappe pas, si jamais vous mettez du code dans les destructeurs de vos classes, eh bien, les destructeurs ne sont pas appelés lors d'une fatale. Ça, c'est un gros problème. Si vous avez vous avez posé un verrou et puis vous espérez enlever le verrou dans le destructeur, eh bien, ça ne passera pas.
Donc ça, aujourd'hui en PHP 5, trapper les erreurs fatales, c'est une galère. Donc PHP 7, grâce justement aux erreurs fatales qui sont... Alors il y a les recoverables, mais avec les erreurs fatales maintenant, celles-ci en l'occurrence, on pourra les trapper beaucoup plus facilement. Si j'en reviens un peu, je parlais tout à l'heure du typage fort justement de PHP 7. Aujourd'hui, oui, quand PHP 7 va sortir, avec ce type d'erreur, si vous appelez un find by ID avec une chaîne de caractères, il ne va certainement pas vous afficher le message. Génial. Il manque un bout. On a un joli message d'erreur, donc une fatale erreur, pour nous dire que on attend un entier et on a une chaîne. C'est une erreur fatale, et comme je viens de le dire, on peut catcher toutes les erreurs fatales. Donc là, du coup, on peut catcher ici. Alors là, j'en profite pour afficher le type d'erreur. Et on s'aperçoit qu'on catch des types exceptions. Type exception est une classe qui est en NJException. Donc là, on va pouvoir catcher. On a le même message d'erreur, mais ce n'est plus une fatale. On a pu la catcher et on a pu continuer. Si maintenant, vous faites un find by ID avec ce genre de choses, là, vous allez avoir un message d'erreur, une type notice, pour vous dire qu'en fait, le message n'est pas correctement, en tout cas, on attend un numérique qui n'est pas correctement formé, mais c'est juste une notice. Il va afficher une notice et il va continuer. Et l'entier qu'on va récupérer, ça va être la valeur 3. Il y a une conversion qui est faite. Ça aussi, c'est un problème, puisque on se retrouve dans un cas un peu bâtard, où c'est pas une erreur, mais parce qu'il a fait une conversion, c'est une chaîne de caractères, mais il a fait une conversion pour le convertir en entier. Donc, parce que oui, si j'avais passé la chaîne de caractères 3 toute seule, ça passe. C'est-à-dire que PHP 7 le convertit en 3 entiers. Donc si on veut éviter ce genre de choses, il faut rajouter dans le script qui appelle, pas dans l'appelant, mais dans l'appelé, dans l'appelant et pas dans l'appelé, pardon, il va falloir rajouter un strict type 1, de façon à générer cette fois-ci une fatale, si jamais ce n'est pas purement une chaîne de caractères. C'est-à-dire si vous passez la chaîne de caractères 3, eh bien ça va générer une erreur fatale en disant j'attendais un entier et c'est une chaîne que vous m'avez passée. Mais ça, il faut le mettre au niveau du script appelant. Donc vous avez beau mettre dans tous vos... Si vous vous dites, tiens, je vais faire une belle librairie, une belle bibliothèque, pardon, avec du typage fort sur les scalaires, vous avez beau mettre des classes strict type en haut de votre fichier, ça ne changera rien. C'est celui qui va utiliser votre bibliothèque, qui va utiliser votre méthode. Si lui, il n'a pas mis ça, ça ne générera pas d'erreur. Ça générera des notices éventuellement, ou pas du tout d'erreur, si jamais c'est bien un entier qui est passé, mais sous forme de chaîne, alors qu'on attendait un entier sous forme int, proprement. Donc là, ça veut dire que dans tous nos scripts qui vont appeler, il va falloir rajouter systématiquement en haut un déclare strict type. Oui, on ne peut pas le déclarer de manière globale. Donc voilà, avec le strict type, on aura notre message d'erreur cette fois-ci, même si vous passez la chaîne de caractères 3. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de assert. Assert est un mot-clé qui existe depuis PHP 4, qui visiblement est peu connu. Beaucoup le connaissent dans les tests unitaires, c'est plutôt sous forme de this assert. Mais la fonction PHP, assert, finalement, est très peu connue. On a, à tort, on considère ça, à tort, que c'est fait pour des tests unitaires. Ça n'a rien à voir. À la base, c'est une assertion qui consiste à dire, moi, j'attends un entier. Enfin, là, en l'occurrence, j'attends un entier. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai mis sous une forme d'une chaîne de caractères, parce qu'en fait, l'assertion, on peut après la désactiver. On peut lui dire, ben, ne traite plus les assertions. Au niveau de mon développement, je m'attends systématiquement à passer un entier. Donc si jamais ce n'est pas un entier, ça va générer une erreur pendant ma phase de développement. Le développeur va se dire, ah oui, c'est vrai, il faut que j'envoie un entier, donc il va mettre un entier. Après, ça ne sert plus à rien de faire des if is int, puisque en prod, finalement, le développeur, il envoie toujours un entier. Donc pourquoi, en fait, on mettrait un if int? Donc du coup, les assertions, on peut les désactiver. En l'écrivant sous forme de chaîne de caractères, eh bien, en dev, il y a un eval qui est fait pour voir si ça répond true. Et en prod, ben, c'est pas évalué du tout. Donc du coup, on ne perd pas de temps à... Parce que là, j'ai mis un isInt, mais on aurait pu mettre une chose un peu plus complexe
Par exemple, moi je veux que ce soit un entier, et en plus que la valeur x, c'est une constante, une valeur de configuration par exemple, qui doit être compris entre 0 et 5. Donc si je lui passe 6, c'est pas normal. D'un point de vue dev, c'est pas normal, d'un point de vue conception. Sauf que là, en PHP 5, eh bien, toute la chaîne ici, elle va être interprétée pour s'apercevoir qu'après, au niveau de l'assert, ben, finalement, c'est désactivé, donc ça sert à rien, on génère pas d'erreur. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on met une chaîne de caractères de façon à ce que ça ne soit pas interprété. D'ailleurs, voici assert active. Alors il y a d'autres paramètres de configuration. Il y a bail qui permet de lui dire de ne pas continuer. C'est carrément tu arrêtes, c'est une fatale en quelque sorte. Il y a la possibilité de rajouter une fonction de callback. Dès qu'il y a une erreur d'assertion, il y a une callback qui est appelée. Et éventuellement d'envoyer un warning PHP. Donc ça, c'est les assertions. Alors pourquoi je vous en parle? Pourquoi on ne l'utilise pas beaucoup plus que ça? Déjà parce que les gens ont du mal à différencier les erreurs de codage des erreurs d'utilisation. Donc quand mettre un assert, quand pas mettre un assert, on ne va pas mettre un assert avec un paramètre qui provient directement d'un getID par exemple, d'une valeur utilisateur. Là c'est plutôt, moi je m'attends à avoir une classe ou quelque chose. L'intérêt, et c'est ce que je mettais sur la page précédente, c'est qu'on fait plus que du typage fort. Avec le typage PHP 7, on lui dit c'est un entier. Sauf que moi, je fais plus que ça. Je ne fais pas que un entier. Moi, je veux non seulement que ce soit un entier, mais en plus que ce soit une valeur comprise entre 0 et 5. Donc c'est ça l'intérêt. Si vous trouvez un intérêt dans le typage fort, vous trouverez un intérêt dans l'utilisation des assertions. On va plus loin que simplement un contrôle de type. Et donc on ne l'utilise pas tout simplement pourquoi? Parce que si on compare le temps d'exécution d'un if avec une assertion, il y a un rapport de 40. Parce qu'il y a un appel, il y a une vérification de configuration, c'est assez lent finalement. Donc on préfère mettre un if qui est beaucoup plus rapide qu'un assert. Et là, quand je parle 40, c'est assertion désactivée. Alors en plus, si les assertions sont activées et qu'il y a un eval, c'est x100. Donc finalement, d'un point de vue performance, ces asserts, c'est bien sur le papier, mais au niveau de la perf, c'est quand même pas terrible. Eh bien, ça change. Ça va changer justement avec PHP 7. PHP 7, il y a une nouvelle variable de configuration qui est les assertions. Et là, pour le coup, le assert, il coûte mais rien. C'est-à-dire que quand il est activé, il coûte pratiquement autant qu'un if. Quand il est à 0, il coûte beaucoup moins qu'un if, c'est-à-dire que ça coûte moins cher qu'un de faire un if. Et si, alors là par contre, le 0, on peut le basculer à l'exécution, on peut le mettre à 0 à l'exécution, mais on peut mettre la valeur -1, et ça, la valeur -1, on ne peut le faire que par configuration, dans le PHP ini. Et là, l'optimisateur d'opcode, qu'est-ce qu'il fait? Carrément, il ne compile pas l'assertion. Donc du coup, l'assertion n'existe même pas. Donc c'est même pas plus rapide qu'un if, c'est que ça n'existe pas. Donc c'est infiniment plus rapide, parce qu'il n'y a pas de code. Donc là, finalement, les assertions vont devenir vraiment intéressantes. Et même si quand vous désactivez les assertions, vous avez un assert avec plein de code à l'intérieur, donc pas sous une forme de chaîne de caractères. Je parle bien cette fois-ci d'un vrai code. Et bien le code à l'intérieur n'est même pas exécuté. Donc là, on gagne vraiment beaucoup à utiliser les assertions en PHP 7. Donc j'espère que les gens vont commencer un petit peu à s'y intéresser. Donc je vous rappelle, finalement, un conseil, c'est toujours vous mettre en e-all quand vous êtes en prod, et en dev, mettez -1. Display error à off, avec un log d'erreur. Vous allez utiliser les exceptions, j'espère. Utiliser de plus en plus les exceptions. Strict type. Ça va devenir, à mon sens, nécessaire, parce que coder finalement sans les strict types, ça vient à zapper quelques petits problèmes justement de codage. Typiquement, on passe une chaîne de caractères qui nous dit que cette chaîne de caractères ne provient pas d'une saisie utilisateur et donc elle pourrait ne pas contenir un entier. Et là, on passerait à côté. Intéressez-vous à assert. Comme je dis, ce n'est pas fait uniquement pour faire du test unitaire. C'est vraiment là pour renforcer finalement le contrôle de type. D'ailleurs, beaucoup de gens utilisent le assert pour ce qu'on appelle le design by contract.
On utilise l'assertion à l'entrée, on utilise l'assertion aussi au retour. Avant de faire un return, on vérifie que la valeur retournée, c'est bien une classe qui contient bien je ne sais quoi. Donc on fait différents tests derrière. Surtout, évitez de générer des bugs et faites attention aux vaches volantes. Merci. Oui. Bonjour, déjà merci pour la conf. J'ai une vision un petit peu différente sur un point, c'est quand tu dis qu'il faut catcher tout jusqu'à l'erreur fatale. Et en fait, je trouve que mettre ça dans le code, c'est pourrir tout ce qui est métier par ce qui devrait être du langage. Moi, je considère que c'est au langage de catcher tout ce qui est erreur fatale, tout ce qui est erreur de codage de très bas niveau, et c'est pas à moi, en tant que codeur, de rajouter, d'écrire plein de lignes de code à ce niveau-là. Je considère que c'est au langage de l'attraper et d'utiliser ce que le langage le permet pour le remonter et qui sait bien le faire. Parce que sinon, je vais noyer tout ce que j'écris de domaine par de la gestion d'erreurs. Alors, l'erreur que je mettais tout à l'heure, c'était vraiment pour protéger. C'est-à-dire que si je catch pas du tout, ça veut dire que je laisse l'exception remonter au plus haut niveau. Donc, du coup, on a une exception qui n'est pas attrapée et on génère une fatale. Et le problème, c'est qu'on risque d'avoir des effets page blanche. Nous, on a eu le problème à un moment, on a modifié le code et du coup, le code envoyait une exception. Et le problème, c'est que personne ne l'attrapait à ce niveau-là. Donc, dans toute la chaîne d'appel, il n'y avait aucun try-catch. Et du coup, on avait une page blanche, une erreur 500 pour un contenu secondaire. En plus, c'était complètement anecdotique. C'était quelque chose qui affichait des informations contextuelles, mais c'était pas par rapport à notre contenu. Donc, quand je parlais de faire le try-catch avec le niveau d'exception le plus haut, c'était vraiment pour protéger, plutôt à un moment ou un autre, c'est-à-dire protéger pour éventuellement envoyer vers une page d'erreur technique, une erreur 500, parce que le problème, ça va être une fatale. Donc, si c'est une fatale, alors on peut mettre le exception handler, mais ça risque de générer une fatale. Et on préfère attraper plus haut. Alors, quand je dis attraper, éventuellement, le handler d'exception pourrait faire office pour attraper tout. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart du temps, les gens n'aiment pas utiliser les exceptions parce qu'il faut écrire try-catch. Et c'est vachement long à écrire. Non, mais c'est pas le principe d'utiliser try-catch qui me gêne. C'est récupérer une exception logique remontée par le code via une exception, c'est tout à fait normal, c'est pour ça que c'est géré. Alors les exceptions sont souvent utilisées. Tout bête, il y a pas longtemps, je suis intervenu sur un code qui envoyait un email dès qu'une page prenait plus de 3 secondes. Au-delà du fait que ça soit complètement débile, Oui. quand une page a commencé à prendre du temps, ça envoyait des emails, les pages ont mis plus de temps, ça envoyait plus d'emails, et ça c'est arrivé qu'en prod. Et si mes assertions ou tous les tests dont tu as parlé, Oui. Je les fais tourner en dev, jamais je me rends compte de ce problème-là, sauf quand le serveur est down et que j'ai 3 sysadmins qui me sautent dessus. Donc tu as vécu une mauvaise expérience qui fait que tu ne veux plus utiliser l'exception. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est tout ce qui est lié au code, enfin au langage en lui-même, tout ce qui est fatal erreur, on ne devrait pas avoir à le coder. On devrait se concentrer sur la logique, sur le domaine. Moi, j'ai les exceptions de type runtime, ce que je mettais tout à l'heure, mais j'utilise aussi les exceptions pour générer de la logique métier. C'est-à-dire que là, je suis dans un cas où c'est pas bon. Parce que je pars du principe que derrière, mon code, il est là aussi pour rattraper mon cas d'erreur. C'est-à-dire ma fonction, elle me retourne quelque chose, une information correcte, enfin l'information standard que je suis censé avoir. L'exception, ça reste exceptionnel. Donc, la plupart du temps, je retrouve mon exception. Et ensuite, en cas de problème un peu exceptionnel, je vais envoyer cette fois-ci une erreur technique qui dit l'utilisateur n'a pas les droits, par exemple. Mais là, je vais générer en fait, quand je regarde dans mon code, j'ai énormément de classes d'exceptions. Et des exceptions fonctionnelles, pas uniquement des exceptions techniques. Pour ça, je montrais tout à l'heure les exceptions qui étendaient runtime. Celles-ci, pour moi, ce sont des exceptions que je considère plutôt techniques. Des problèmes d'accès base de données, des problèmes d'écriture, etc. Et par contre, je vais avoir des exceptions de type logique. D'ailleurs, il y a logic exception, mais logic exception, normalement, c'est aussi pour des problèmes techniques. J'ai du mal un peu à différencier la logic exception par rapport à l'autre, à runtime exception, je vous avouerai. Mais j'utilise très souvent des exceptions métiers, et je gère plutôt mes erreurs par des exceptions. Mais quand j'utilise des exceptions, c'est que vraiment derrière, je sais que je vais l'attraper. J'ai aucun intérêt à faire un throw, alors que derrière, je ne vais pas l'utiliser.
En plus, on peut mettre un peu de PHP-doc, mais c'est jamais toujours évident quand celle-ci est envoyée à plusieurs niveaux plus hauts. Mais en mettant les exceptions, on a beaucoup plus de facilité à gérer. Alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut se rappeler on génère une exception 3-4 niveaux plus haut. Mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Et le problème des return false, c'est qu'on peut trop souvent passer les choses sous silence. Et passer les choses sous silence, c'est retrouver un rat crevé quelques jours plus tard, voire quelques mois plus tard. Et je suis pas fan. Moi aussi, j'ai eu une mauvaise expérience dans ce genre-là. Mais c'est toute une question de... Toujours, hein, c'est une question de réflexion, de balance. Est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas? Et il y a toujours un travail de réflexion derrière, bien évidemment. On fait pas ça bêtement. Je ne sais pas. D'autres questions? Non? Très bien. Ok. Il y a un livre, normalement, pour la meilleure question. Oui? Bon, il y en a une. NoSQL, ça t'intéresse? Merci.